Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Bonsoir mes amis, je suis bien accompagné, moi Olivier Grinard, votre hôte ce soir, mais il y a aussi Manuel As. Bonsoir Manuel. Bonsoir Olivier, bonsoir Lucien. Salut les gars. Lucien Alflans, donc ce soir, malheureusement, monsieur Julien Rombaud n'est pas là avec nous, mais nous l'embrassons, nous lui faisons plein de sourires et de coucou de là où nous sommes malheureusement encore séparés par les écrans, puisque finalement on a un peu de mal à se remettre au présentiel. Voilà, c'est notre côté petite ermite cinéphile devant nos écrans, même si nous sommes retournés en salle cet été, parce que voilà, on a un programme ce soir qui est assez chargé, on est retourné en salle en effet. Pendant l'été, on a vu des choses diverses et variées. Il y a du bon au programme. Il y a pas mal de films qui sont sortis depuis pas mal de temps déjà, sur lesquels on reviendra. Il y a un film qui n'est pas encore sorti. Donc voilà, on va parler de Titane de Julia Ducournau, nous allons parler de Onoda de Arthur Harari, de First Cow de Kelly Reichardt, de La loi de Téhéran de Saïd Roustahi. Et nous allons aussi parler de Boîte Noire de Yann Gozlan, qui lui n'est pas encore sorti, sortira le 8 septembre. Donc je rappelle que si jamais vous voulez aller directement à Boîte Noire par exemple, nous mettons les timings du départ de nos débats sur notre site transmissionlepodcast.com et aussi sur PodCloud. Donc voilà, vous pouvez avoir les timings pour zapper des films qui vous intéressent pas, Titane par exemple. Alors, j'ai aussi une grosse annonce à vous faire. Bientôt, nous fêterons notre 50e épisode et autour de cela, mais pas seulement pour cela, disons que ça se met bien, Transmission organise en partenariat avec le Kinographe le soir du 6 octobre. Nous avons invité l'auteur, réalisateur, historien et analyste du cinéma Jean-Baptiste Thoré à Bruxelles le 6 octobre, donc au Kinographe, je le répète, à 19h30. Il nous présentera et nous parlera de Thief, autrement dit Le Solitaire, le film de Michael Mann sorti en 81 avec James Caan et Tuesday Weld. Ceci dans le cadre de la tournée bruxelloise promotionnelle autour de son livre, du livre de Jean-Baptiste Thoré, Michael Mann, Mirage du contemporain, qui paraîtra fin septembre chez Flammarion. Et nous enregistrerons bien sûr une émission spéciale en sa compagnie dédiée à son livre et à la carrière de Michael Mann, qui, comme vous le savez, est un des cinéastes préférés de Lucien Alflans et éventuellement peut-être de Manuel As. Connais pas. Alors, donc après cette belle annonce, on va reprendre le cours naturel des choses et en l'honneur de Spike Lee ce soir, j'ai préparé un petit nouveau jeu qui s'intitule Palmarès What the Fuck et on lance Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors messieurs, c'est parti, 3 questions ce soir. Le premier qui dit Thierry Frémaux peut donner sa réponse. Alors, première question. En 2004, à qui le jury présidé par Quentin Tarantino remettra-t-il sa Palme d'Or? Thierry Frémaux. Merde, c'est quoi le titre? C'est Fahrenheit. Michael Moore, ouais, c'est ça. Fahrenheit 9/11. Tout à fait, Fahrenheit 9/11 de Michael Moore à la décharge du jury présidé par Quentin Tarantino. La sélection était vraiment pas terrible cette année-là, mais comprenait notamment Nobody Knows de Koreeda, Old Boy de Park Chan-wook ou Tropical Malady d'Apichat Pongwa. C'était cool. Vraiment pas terrible. Mais bon, il y avait au moins ces 3 films-là. En tout cas, c'est vrai qu'en regardant la sélection aujourd'hui, je me suis dit, c'est marrant, les 3 films qui surnagent 15 ans après, un peu plus de 15 ans après, sont 3 films asiatiques. Bref. Deuxième question, qui m'a été inspirée par une interview de Jean-Baptiste Thoré.
Selon lui, en 1979, le jury présidé par Françoise Sagan remet à la fois la meilleure et la pire des palmes ex aequo. De quel film s'agit-il ? Thierry Frémaux. Thierry Frémaux, ouais, vas-y. Bah, Apocalypse Now et le tambour. Exactement, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et le tambour de Volker Schlondorf. Merci. Et Coppola qui voulait pas partager sa palme d'or avec ce Qui film. estimait que c'était qu'il une demi-palme et que c'était un affront. Voilà, exactement. Je demande ce qu'en pense Jane Campion aujourd'hui. Alors, voilà. N'oubliez pas le titre du jeu, donc Palmarès What the Fuck. Vous allez compléter cette liste de réalisateurs. Alors, Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Luc et Jean-Pierre Dardenne, Et Ken Bill Loach. Auguste. Bill Auguste. Exactement, Bill Auguste. Pourquoi Bill Auguste, Lucien ? Ben, parce qu'il a eu 2 palmes d'or et que c'est un peu what the fuck, hein, faut dire ce qui est. Un effet réalisateur danois qui a eu la Palme d'Or pour Pelle le Conquérant en 87 et Les Meilleures Intentions en 92, mais j'ai pas fini la liste, je m'étais arrêté aux frères Dardenne. Donc Coppola, Kusturica, Dardenne, Bill Auguste, qui d'autre ? T'as dit Haneke ? Non. Non, Haneke. Allez, on est bon. Non, il vous en manque 2. Attends, tu peux répéter ? Alors, Coppola, Kusturica, Dardenne, Haneke, Bill Auguste, il en manque 2. Un japonais et un anglais. Ah, Ken Loach. Ken Loach. Et un japonais. Oui. Ah oui, Imamura. Exactement. Imamura pour la balade de Narayama et également L'Anguille. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Vous étiez très forts. J'aurais pas imaginé. Voilà, je pensais que j'avais fait des questions un peu plus difficiles que ça. Bon, eh bien voilà, le pont est tout trouvé et nous allons parler maintenant de la Palme d'Or 2021, Titane de Julia Ducournau. Palme d'Or 2021, donc, je me répète, Titane est le second long métrage écrit et réalisé par la française Julia Ducournau après le très remarqué Grave en 2016. Tout comme son premier film, celui-ci est une coproduction franco-belge et compte notamment le belge Ruben Impens à la direction photo. Alors, le pitch. Alors qu'elle est enfant, Alexia se fait greffer une plaque de titane dans le crâne à la suite d'un accident de voiture. Devenue adulte, elle effectue des danses suggestives dans des salons de tuning. Très vite, nous découvrons qu'Alexia est aussi tueuse alors qu'elle embroche d'abord un admirateur, puis une jeune femme qui lui fait des avances. Poursuivie par la police, Alexia fait tout ce qu'elle peut pour changer de tête et se faire passer pour le fils disparu de Vincent, le commandant d'une caserne de pompiers. Alexia est interprétée par Agathe Roussel dans son premier long métrage, Vincent est interprété par Vincent Lindon, et on retrouve aussi au casting Garance Marillier, qui était déjà dans Grave, la belge Myriam Akediou ou encore Bertrand Bonello, en effet, dans le rôle du père d'Alexia, le père biologique. Alors, c'est Manu qui commence sur le film. Je suis même pas énervé vis-à-vis de ce film-là, je suis même pas énervé vis-à-vis de sa Palme d'Or ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un film qui constitue tellement un renoncement par rapport à la vision que je peux avoir du cinéma. C'est un film qui part dans 1000 directions, sans choisir aucune, comme si tout était un peu agencé, comme une succession de hashtags à la place d'un scénario où on se succédait de manière un peu anarchique, paternité, filiation, identité, le genre, avec un oripeau de films d'horreur, de genre, mais qui au-delà de son élément déclencheur, qui est donc cette jeune fille qui tombe enceinte d'une voiture, concept qui pourra en faire sourire certains, mais moi qui est pas du tout un concept fantastique qui me pose problème, c'est juste plutôt dans la manière dont elle l'aborde, et surtout de la manière dont elle s'en décharge au bout de 20 minutes de film pour nous faire un vague drame familial entre un père et un fils ou une fille avec une notion de genre un peu floue. Voilà. Moi, je comprends pas comment on arrive à célébrer un tel film un tel renoncement dans toute sa construction scénaristique, dramaturgique, où chaque grosse bascule du récit est
complètement évacué, n'est jamais traité, ça me pose un gros problème de crédibilité et j'ai beaucoup de soucis parce que beaucoup de critiques que je vois relativement positives sur le film reprennent plus ou moins les propos de sa réalisatrice, qui est extrêmement disserte en interview sur son cinéma. Mais moi, je questionne quand même le fait de savoir s'il n'y a pas aussi un grand fossé entre les intentions et ce qui est proposé à l'écran. Ouais, Manu m'ôte les mots de la bouche. Moi, j'avais aussi vraiment cette impression de gap entre ce que le film veut vendre et ce qu'il est vraiment. Manu a beaucoup parlé du désintérêt total du film par rapport à ce qu'elle veut raconter, à ce que le film raconte, à son scénario. Mais au-delà de ça, moi je trouve que ce qui est problématique, c'est que par rapport à, on a beaucoup entendu parmi les personnes qui défendent le film que c'était un film qui brassait des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il est vrai qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais il y a surtout le film est au-delà de ça, extrêmement pauvre en termes d'image. En fait, il est très pauvre en termes de mise en scène, il est très pauvre dans sa façon de raconter les choses à travers l'image. Alors, il montre des choses, et pour moi, il n'en fait jamais rien, ce qui est quand même problématique, surtout dans un film qui se veut dire des choses sur le monde et sur bien des choses. Oui, c'est ça. Parce que je pense que le film prend énormément de chemins au fond desquels il ne va jamais. Mais oui, moi, en fait, en ayant vu Grave, en ayant vu son premier court-métrage, etc., je ne m'attendais pas à un film particulièrement brillant par sa narration, mais je me disais au moins, bon, peut-être que si le film a soulevé autant les cœurs, c'est qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de l'image et du traitement de l'image et du genre, qu'il soit du genre cinématographique comme du genre... Il y a rien de neuf en termes même d'éléments purement gore ou de genre. Pour à mon sens, c'est relativement soft pour un spectateur, consommateur de cinéma d'horreur. Moi, à part même je pense dans des Vendredi 13 ou même pire dans des Souviens-toi l'été dernier, je pense que tu as des morts aussi graphiques. C'est ça qui est un peu problématique. Et surtout, ce qui est problématique, c'est que pour moi, elle a des ambitions de drame derrière. Mais ces personnages sont caractérisés aussi bien que dans un slasher. C'est ça le problème, hein, c'est que il y a une écriture il y a une écriture qui pose problème. Ce personnage typiquement interprété par Agathe Roussel, il est antipathique dès la première seconde du film. Et rien n'est fait pour construire un petit peu. Et puis, oui, effectivement, complètement con. Beaucoup de personnages sont cons. Son père est complètement con. La séquence où elle s'échappe, elle part de la maison en mettant le feu à la maison. Bon, on spoil un peu le film, mais bon, vu que le film est sorti en début d'été, voilà, mais tu n'y crois pas, ce regard de Bonello comme ça qui la regarde partir et qui va se laisser cramer dans sa maison, mais d'où ça marche. Moi, j'ai pas de souci. Elle parle beaucoup, qu'elle construit sa narration sur du symbole, mais il faut que le symbole il soit un minimum construit. Moi, son univers, je sais pas comment il fonctionne. J'ai l'impression d'un truc qui est totalement désarticulé. Je comprends pas. Moi, j'ai besoin un minimum que ton univers fantastique, je comprenne comment il fonctionne. Moi, je trouve qu'il est complètement incohérent, il est fait de briques et de brocs et il ne fonctionne pas. Et j'en rigolais en off sur notamment la manière dont elle utilise le symbole. Il y a une séance de transmission entre Vincent Lindon et Agathe Roussel qui interprète son fils à ce moment-là, où il lui montre comment effectuer une réanimation. Et elle est tellement désemparée, il est tellement désemparé, que il lui donne un cours sur le rythme de la Macarena. Sauf que la dernière séquence du film, c'est qu'il y a une séquence qui répond un petit peu à ça dans la manière dont Lindon va se comporter auprès d'Agathe Roussel. Et là, t'as une grande musique liturgique qui se veut presque du domaine du sacré. Sauf que moi, dans ma tête, j'entends la Macarena parce que la seule séquence que tu m'as montrée auparavant et qui répond, c'est celle-là. Donc, je ne comprends pas comment ce film arrive à tenir debout et arrive à séduire même.
Mais en plus, avant de passer la parole à Oli, il y a deux choses un peu étranges, je trouve, dans le film. C'est une sorte de décalage entre... En fait, on sait jamais vraiment... Il y a pas un rapport très clair à l'humour dans le film, et on sait jamais vraiment à quel point elle prend les choses au premier degré ou au second degré. Et c'est un peu dans un entre-deux, et du coup, on n'arrive jamais à s'impliquer dedans d'un point de vue sérieux, je veux dire. On n'arrive jamais à s'impliquer dedans dans un point de vue comique. On est toujours dans une sorte d'entre-deux où tout ce qu'on voit est finalement un peu gênant, et pas terrifiant, pas bouleversant, pas... ça donne pas envie de vomir, c'est juste gênant parce qu'en fait ce qu'on voit est juste mal placé. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur le symbole. Tu dis qu'on ne comprend pas bien les symboles. Moi je trouve à l'inverse que les symboles sont quand même assez lourds, et particulièrement, oui, sur tu prenais cet exemple-là, mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Il y en a d'autres, hein, mais l'exemple de Bonello, là, espèce de représentant d'un monde, d'une éducation patriarcale qu'elle a reçue et qu'elle essaye de fuir, mais c'est lourdingue. C'est lourdingue parce qu'à longueur d'interview, elle te parle de la paternité, de sa filiation avec le cinéma de Bonello, qui était son tuteur à la Fémis, donc c'est quand même... Non, mais ça, même au-delà de cette idée-là, je veux dire, le simple truc du père qui, enfin voilà, avec lequel il est impossible de vivre, etc., qui vampirise un peu tout, comme on le voit au tout début quand elle est enfant, comme on le voit quand elle zone dans le canapé en début de film. Et puis c'est vrai que cette scène de parricide est vraiment, enfin, sort de nulle part et va nulle part. On n'en fait jamais rien, quoi. C'est vraiment une scène comme ça avec du feu qui arrive au truc. Ça vient de nulle part, ça va nulle part, et voilà. Si, c'est faire table rase du passé, mais il y a quand même enfin voilà. C'est absurde, vraiment, tout ce qui se passe est un peu absurde, décorrélé de tout ce qu'il y a avant, de tout ce qu'il y a après, et bah voilà, enfin moi je trouve que c'est quand même très très difficile de s'impliquer dans un film comme ça. Mais je pense que c'est quand même assez caractéristique d'un degré de déliquescence de l'art cinématographique et de la narration au cinéma. C'est quelque chose qu'on peut voir pour moi dans les Fast and Furious, on en a parlé dans les films de Snyder. Pour moi c'est ce même degré de manque d'exigence vis-à-vis du spectateur et du médium cinéma. Bon bah les gars, je vais pas faire long parce que j'abonde dans votre sens. En effet, voilà tout ce que vous avez soulevé, notamment Manu dans sa première intervention sur le fait que c'est une espèce de pot pourri de thèmes qu'on te balance comme ça sans jamais les exploiter. Enfin voilà, moi je suis complètement d'accord avec ça. Extrêmement brouillon dans la mise en scène. Lucien, tu lis déjà des choses sur le père qui prend toute la place, machin, mais je suis désolé, mais c'est quasiment pas dans le film, quoi, parce que la mère, elle a aussi sa place. La caractérisation, juste pour parler de ça, hein, entre Agathe Roussel et Bertrand Bonello, me semble extrêmement à la fois lourde et en même temps confuse. Notamment c'est très vrai, ouais. Cette scène du petit déjeuner raconte quelque chose de manière très lourde et en même temps on n'y lit finalement pas grand chose, tu vois. Ok, il y a un problème de communication, waouh, on avait compris, mais voilà, je sais pas, j'abonde dans votre sens, je comprends pas très bien. En plus vous avez dit aussi des bonnes choses sur le ton du film. Il y a quelque chose de très bizarre parce que des fois moi je riais, j'avais l'impression que je riais avec le film, et des fois je riais contre le film, à l'encontre du film, de l'émotion que Julia Ducournau voulait me proposer à ce moment-là. Moi, je n'ai pas dévoré les interviews de Julia Ducournau à l'instar de Manu et Lucien, apparemment. Mais je ne comprends pas ce que cette jeune femme essaye de me dire. Vraiment, en tout cas, le message qu'elle me transmet via son film me semble extrêmement brouillon et très peu construit, quoi. Mais voilà, je vais pas surenchérir plus parce que j'abonde dans votre sens. Très bien, on avait dit qu'on faisait court sur Titane parce qu'on a quand même des beaux films derrière, donc on va enchaîner directement, messieurs, si vous le voulez bien, avec un autre film coproduit avec la Belgique et avec la même société de production, Fracas Productions, qui s'appelle Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. 私が派遣されたのは親徹底抗戦の準備をするためです。君は経験不足で何も分かってない。ルソンは敵の手に渡りました。大規模な攻撃が予想されます。あれのせいで動いてる。これからどうしますか。体勢を立て直そう。 Nous parlons donc maintenant de Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari. Alors, après 2 courts et un moyen métrage, le réalisateur, scénariste et acteur français Arthur Harari signe un premier long métrage assez remarqué en 2015, Diamant Noir, un polar qui se déroule dans le milieu des diamantaires anversois. Onoda, 10 000
Nuit dans la jungle, film français de 2h45, entièrement en langue japonaise et tourné au Cambodge, est une coproduction atypique donc entre la France, la Belgique, l'Italie, le Japon, l'Allemagne et le Cambodge. Comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, on peut noter que c'est la compagnie Fracas Productions qui assure la coprod belge, comme Titane, de Julia Ducournau, dont on vient de parler. Onoda a fait cette année l'ouverture de la section Un certain regard au Festival de Cannes. Alors, inspiré de l'histoire vraie de Hiro Onoda, soldat lors de la guerre du Pacifique, le film raconte comment ce jeune homme japonais est enrôlé dans une section secrète de l'armée vouée à former des soldats à la guérilla. Puis, en 1945, il est envoyé sur l'île de Lubang, aux Philippines, où il a pour mission, avec une poignée d'hommes, de retarder l'invasion américaine. Retranché avec 3 autres soldats, Onoda ne voit pas, ne croit pas, peut-être ne veut-il pas croire que la guerre est finie et reste retranché sur l'île pendant 30 ans. Coécrit avec Vincent Poimiro, j'espère que je prononce bien votre nom de famille, Vincent. Le film est photographié en 2.35 et me semble-t-il en pellicule par Tom Harari, le frère du réalisateur avec qui il a presque toujours travaillé. Onoda est interprété par 2 acteurs à différents âges de sa vie, Yuya Endo puis Kanji Tsuda. Son second, Kozuka dans le film, est interprété par Yuya Matsura, puis Tetsuya Chiba. Enfin, le mentor d'Onoda est interprété par Issei Ogata, qu'on a pu voir en tout cas dans Silence de Martin Scorsese en 2016 ou encore dans Yi, le superbe film d'Edward Yang en 2000. C'est Lucien qui commence sur Onoda. Figure-toi que j'ai eu l'occasion de poser la question parce que j'avais eu aussi un doute, j'avais eu aussi cette impression que le film a été tourné en pellicule, ce qui m'étonnait quand même vu les conditions. Et j'ai eu l'occasion de poser la question à Arthur Harari qui m'a assuré qu'ils avaient tourné absolument tout en numérique. Donc je sais pas comment ils ont obtenu ce grain qui en effet rappelle régulièrement la pellicule, ou bien si c'est l'habitude de voir ce genre de film tourné en pellicule plus que le numérique, je sais pas, mais en tout cas c'est du numérique. Moi, ce qui me frappe par rapport à la carrière de ce gars qui a 40 ans, qui avait fait un premier film que j'avais trouvé avec des défauts mais plutôt vachement intéressant et vachement qui essayait quand même des trucs qu'on voit rarement dans un premier film français, qui tourne en multilingue dans un pays qui n'est déjà pas le sien, à Anvers. Déjà je trouvais que la proposition était quand même assez conséquente. Et en fait, quand j'ai entendu parler de ce projet, j'avais déjà vu j'ai vu Diamant Noir à ce moment-là, et je me suis dit, mais en fait, ça m'étonne pas que ce mec, il a 40 ans, son deuxième film, il va tourner sur une sorte de légende japonaise dans une langue dont il ne parle pas un mot, dans la jungle cambodgienne, il me semble, un truc comme ça. Ils ont tourné au Cambodge, mais ça se passe aux Philippines. Ah ouais, c'est ça, voilà. Et ça m'étonne pas, en fait. Je crois que ce mec, il a besoin de ce genre de défi. Il va là-dedans, et ça me rappelle un certain cinéma qu'on voit plus aujourd'hui et qui m'intéresse, que j'aime beaucoup, qui pourrait être celui, toute proportion gardée bien sûr, mais qui pourrait être celui de quelqu'un comme Herzog, d'aller un peu faire des films fous comme ça, avec des moyens qui sont pas énormes, mais de se dire, allez, tant pis, on va jusqu'au bout du projet. Et voilà, moi, pour être très franc, j'ai vu le film il y a 1 mois. J'ai vraiment été porté pendant les 2h45 du film par ce qui est un truc assez magnétique qui se passe. Mais paradoxalement, j'ai un peu du mal à en parler. Je pense que ça s'entend, mais c'est simplement parce qu'il m'en reste pas tant que ça, malgré le fait que le film ait vraiment fonctionné sur moi à l'instant T. Je me souviens quand même d'un travail que je trouvais vachement intéressant quand même sur les ellipses on a régulièrement des toutes petites ellipses et puis de temps en temps des ellipses de 10 ans mais qui passent, en tout cas à un moment une ellipse de 10 ans qui passe, je trouve assez bien. Par rapport au travail sur le temps, c'est vrai que c'est intéressant parce que en effet, donc Harari fait quand même un film qui se passe sur plus de 30 ans. Donc forcément le défi de l'ellipse est assez conséquent et il va recourir en fait à
plusieurs stratagèmes différents, notamment les écritures qui viennent sur l'écran, mais aussi ce fameux changement d'acteur, on va dire aux 2/3 du récit à peu près. Ouais, c'est ça. Mais Lucien, le film est plus frais dans ma tête, donc j'embraye. Oui, moi aussi, je suis très séduit par ce film, que je trouve en effet assez couillu, tout en ayant une espèce de force tranquille. C'est assez étrange. Mais là où je suis cueilli par le film, c'est que je le trouve extrêmement touchant, quoi. La fin est vraiment touchante. Je trouve que les relations entre, forcément, donc en gros c'est un film où ce qui se passe sur une île et où tu vas avoir 30 ans dans la jungle avec 4 personnages. Donc les rapports entre les personnages et la manière de brosser les personnages est super importante, et les relations entre les personnages et la manière dont chacun va progressivement sortir du récit jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. C'est pas très... voilà. Je spoil un peu, désolé, mais c'est extrêmement... les personnages sont tous très bien campés, très bien brossés. Les relations, surtout entre Onoda et chacun de ses caractères, est très très bien... à chaque fois qu'il y a une disparition, c'est différent et c'est très touchant en même temps. Et surtout, là où j'ai trouvé le film très beau, c'est que c'est un film très pragmatique. C'est-à-dire, on te montre les actions, on te montre comment est-ce que on construit la hutte, on te montre comment on fait l'irrigation de la hutte. C'est un film de camping, hein. C'est littéralement un mec qui campe pendant 30 ans. Sans Franck Dubosc, mais bon. Ouais. Non, mais vraiment, moi, pardon, je te coupe, Oli, mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est en effet la manière, tu t'en parles très bien, mais de la manière dont il va filmer avec le même pragmatisme, le quotidien de ces gars-là qui doivent survivre dans la jungle, et des moments de lyrisme pur, mais qui va filmer avec le même pragmatisme. Et là, je pense à la toute fin, par exemple, à un pied qui se lève de terre, qui est dans un plan assez brut, assez pas particulièrement beau, mais qui est vraiment bouleversant. Enfin, moi, j'ai trouvé ce moment-là très, très touchant, alors que c'est un plan qu'on a l'impression presque tourné à la sauvette, et avec un côté très pragmatique, c'est-à-dire que tous les gestes se valent, les gestes poétiques comme les gestes de survivaliste, quoi. Enfin, les gestes de survie, ouais. Et le film est tellement pragmatique, à tel point que, en fait, comme il se passe sur cette île qui est assez petite, il y a une insistance sur la cartographie de l'île et comment on va nommer les différents décors. Et ces différents décors vont être filmés à chaque fois plus ou moins selon le même angle. En tout cas, ils vont être introduits plus ou moins selon le même angle de prise de vue. Et du coup, toi, tu vas vraiment te représenter en fait cette île. Tu vas finir par l'habiter quelque part. Arrive à finir par réussir au bout de ces 2h45, même au bout de moins que ça, mais à te faire habiter cette île à la manière dont les soldats l'ont habité. Et au-delà du pragmatisme, ce qui est très beau, je trouve, c'est que sans être lourd, sans appuyer, je trouve qu'il arrive vraiment à faire décoller son récit sur un autre niveau. C'est-à-dire que, ok, c'est un mec perdu dans la jungle, mais quelque part, vers le dernier tiers du film, il va vraiment réussir à élever son récit et donner de la puissance symbolique. Vraiment, Onoda va vraiment incarner une espèce de cicatrice mal refermée, un espèce de truc une espèce de conscience de la guerre et de la manière. L'armée japonaise, c'était horrible. L'Amérique a été dégueulasse, mais je veux dire, il y a eu énormément, 3 fois plus de morts du côté japonais que du côté américain. Mais comme l'âme, les fantômes en fait qui sont sur cette île, il va réussir à te l'incarner juste à travers l'espèce de déni, ou en tout cas l'espèce de puissance de la manière dont Onoda reste bloqué sur le passé et dont lui-même se convainc tout seul du passé. C'est comme une espèce de plaie qui reste ouverte, et je trouve ça vraiment très beau. Enfin, vraiment, le film m'a profondément ému à plusieurs moments. Et là-dessus, je trouve, autant j'ai trouvé tous les acteurs assez bons, autant le Onoda vieux, j'ai trouvé particulièrement excellent. Enfin, sointant le charisme, quoi. Vraiment, c'est un acteur que j'ai très envie de revoir. Et je pense que en tout cas de mon côté, tous les plus beaux moments d'émotion passent par cet acteur qui est vraiment un parfait prisme à émotion. Oui, après, pour jouer peut-être un peu de nuance, même je suis relativement d'accord avec tout ce que vous avez dit, je trouve qu'il y a une sorte d'angle mort dans le traitement aussi quand même de Noda. Moi, je suis particulièrement touché, notamment sur la relation d'amitié avec son second.
mais à l'instar de Diamant Noir, j'ai l'impression que le film fonctionne beaucoup plus autour des interactions du personnage principal avec les personnages secondaires. C'est des personnages beaucoup plus touchants, et que le personnage d'Onoda me paraît traité beaucoup plus en creux, et même avec une certaine ambiguïté dans la manière dont il est traité, puis en évacuant une certaine partie quand même à la fois sûrement peut-être aussi paranoïaque sur les 30 ans du personnage. Je trouve les exactions que le personnage a commis quand même sur la population au fil du temps, c'est quelque chose qui est minoré parce que le film se déplace sur un autre terrain, mais ça m'amène aussi à être beaucoup plus intéressé par les personnages secondaires que réellement le personnage de Noda, et je suis pas tout à fait d'accord sur la manière dont il s'emparait d'un symbolisme pour montrer cette cicatrice ouverte du Japon, parce que justement je trouve qu'il le traite un peu trop de biais, et rarement directement par le regard d'Onoda. Le meurtre d'une jeune villageoise n'est traité en fait que par le prisme de son second, sur un malentendu avec son second. Donc ça n'enlève rien des qualités du film, mais j'étais un petit peu en dehors du film, tout en étant assez admiratif de ce qu'il proposait. Je me suis posé plusieurs fois la question, je veux dire surtout peut-être même après le film plutôt que pendant le film, mais du traitement, de la cruauté de ce personnage, et de ce que ça représente par rapport en effet à cette fameuse cicatrice dont on parle depuis tout à l'heure. Mais je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont assez intéressantes là-dessus, entre autres le moment où il va presque mettre en scène il va pousser un villageois à les mettre eux dans une situation d'autodéfense pour pouvoir assouvir quelque chose qu'il avait presque envie qu'il avait envie de commettre. Tout ça est dit en creux, mais qu'il avait envie de Lucien, commettre. tu peux être un peu plus clair parce que je vois pas trop. Ouais, désolé parce que je vois pas de quelle scène dont tu parles, donc si tu pourrais déjà éclairer les gens. Un moment avec une vache et un jeune villageois qui, c'est pas une vache, avec un animal. Tu parles de Farsco, mais ça c'est le film suivant. Hein. Non, il y a un moment où ils essayent de capturer une vache qui appartient à un villageois. Tout à fait, je vous vois maintenant. Voilà, et je trouve cette scène-là et qu'est-ce qui se passe intéressante déjà là-dessus. Eh ben, le villageois intervient. Et quand il se rend compte qu'il est quand même face à plusieurs militaires armés, etc., se chie un peu dessus. Et Onoda va pousser, entre guillemets, le villageois à l'agressivité envers les militaires afin de pouvoir ordonner à ses hommes de le tuer. C'est pas aussi clair que ça. Hein. À mon sens, il y a un peu de surinterprétation dessus. En tout cas, j'ai pas vécu et vu cette scène comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça et je trouvais ça intéressant pour le coup, justement dans ce traitement de la cruauté de ce personnage qui même, parce qu'à certains moments on pourrait dire qu'il est un peu que Harari est un peu gentil avec Onoda qui est quand même un mec qui à certains moments a commis des actes répréhensibles. Disons. Ouais, mais il insiste aussi vachement sur sur la relation difficile, tendue qu'il a avec son père, et aussi avec son père de substitution, avec son mentor, qui est son mentor, qui lui explique qu'il doit survivre à tout prix, qu'il doit rester humble, toujours s'effacer et survivre surtout. Donc il y a une espèce de truc où moi je ne le trouve pas spécialement cruel, c'est juste que la situation devient à un moment tellement absurde que le fait qu'il continue à rester pas cruel, mais de rester en guerre quelque part avec ces pauvres habitants philippins devient absurde, mais lui n'est pas chargé, le personnage d'Oda n'est pas chargé d'un regard pas condescendant, mais d'un regard accusateur. Mais justement, il s'en décharge plutôt sur les personnages secondaires qui vont se retrouver de manière beaucoup plus conflictuelle. Et c'est en ça, moi je trouve justement ce rapport aussi conflictuel avec cette figure paternelle, il est traité que par flashback et d'une certaine manière, il n'est pas investi par l'acteur. Je trouve notamment sur ces 30 ans, tu pourrais quand même te poser des questions sur la notion de folie du personnage, son degré de paranoïa, et c'est traité très en creux à mon sens. Ça c'est vrai. Ouais, je conçois. Tout à fait. Mais n'empêche, pour terminer, Arthur Harari, vraiment cinéaste
très très intéressant, je trouve, et notamment je trouve que dans l'utilisation des fondus enchaînés, qui fait des fondus enchaînés, c'est déjà un truc qu'on voyait dans Diamant Noir, qui est un truc qui est un peu, enfin qui peut paraître un peu cheap, qui peut paraître un peu premier temps du cinéma, qu'on voit plus trop. Là il en fait quand même encore pas mal, et ça lui fait vraiment exister son décor, ça fait exister un peu la jungle ici, et c'est un début de style, quoi, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a un début de patte qui se dessine, je trouve. Pour le coup, je m'étais fait vraiment la même réflexion sur Diamant Noir, et ça m'avait pas frappé. Mais alors là, au-delà des nombreuses corrélations qu'on peut faire entre les deux films, ça m'a beaucoup fait penser à Von Sternberg et à son Anahatan, dans lequel qui se passe aussi sur une île, avec aussi tout un groupe de Japonais qui refusent de croire à la fin de la guerre. Donc évidemment, il y a déjà pas mal d'acquaintances entre les deux films, mais où il utilise quand même pas mal le fondu enchaîné, et qui, de la même manière exactement comme tu viens de le dire, ont tendance aussi à créer, à densifier un peu ce décor, à lui donner un côté luxuriant, un peu dévorant comme ça. Et c'est vraiment un truc, alors là, j'ai pas eu l'occasion de lui poser la question, mais à mon avis, il a vu le film, et c'est des références directes, parce que c'est vraiment... je pense que les deux films sont des références, et qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux films. Et puis c'est aussi à mon sens, un film dont une des grandes qualités aussi est de sa grande fluidité. Pour le coup, ouais. Dans sa gestion, même si peut-être à des moments, moi j'ai peut-être regretté de ne pas voir autant de ce passage du temps, mais je trouve le film extrêmement fluide dans certains de ses retours en arrière, dans sa grosse ellipse, et les 2h45, on ne les sent pas du tout passer. Elles sont vraiment, il y a vraiment une gestion de cette temporalité qui est assez impressionnante pour seulement un deuxième film. Il y a le film à certains moments, je sais plus, un côté un peu, je vais utiliser un grand mot un peu qui va assez peu au cinéma, mais assez transcendantal, un peu. Moi, je me suis vraiment senti, il y a vraiment des longs moments pendant le film où je me sentais absorbé par le film, alors que c'est pas un film dont on pourrait dire qu'il est palpitant, non, mais vraiment un truc d'être bouffé par cette jungle, d'être avec ces personnages à plusieurs moments, et ça c'est quand même une grande qualité, mais qui est liée à nouveau, pour revenir sur ce que disait Oli, à ce pragmatisme, je trouve, ce côté vraiment très pragmatique avec lequel Harari montre les choses, et c'est peut-être aussi quelque chose qui va dans le sens de Manu. Peut-être que justement Harari cherche tellement à être pragmatique qu'il en oublie un peu de traiter certains aspects de son personnage comme on aurait pu l'attendre, pour s'attarder vraiment sur le concret des actions et de ce qui se passe, d'un point de vue, on va le dire beaucoup, mais d'un point de vue pragmatique. Bon, j'aurais plein de choses à répondre à tout ça, mais je crois qu'on va passer au film suivant. Nous avons un programme chargé. Merci messieurs. On va passer tout de suite à First Cow de Kelly Reichardt. What's your name? King Lou. They call me Cookie. My mother died when I was born, and then my father died. I never stopped moving. It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start. You have a cow. First cow in the territory. This ain't a place for cows. Well, it's no place for white men either. I sense opportunity here. Après des débuts dans l'équipe décoration sur Poison de Todd Haynes en 1991, Kelly Reichardt passe à la réalisation en 1994 avec River of Grass. Depuis, elle a réalisé entre autres Old Joy en 2006 avec le chanteur Bonnie Prince Billy, qu'il a fait connaître en Europe, ce film Old Joy, ou encore Wendy et Lucy, encore plus connaître en Europe puisque c'était Un certain regard en 2008 et La dernière piste en 2010, tous deux avec Michelle Williams. First Cow est son 7e long métrage, adaptation du roman The Half-Life de Jonathan Raymond, que Kelly Reichardt a co-signé avec l'auteur lui-même. De plus, elle officie sur le film en tant que monteuse, comme c'est d'ailleurs le cas sur quasiment tous ses films. Alors, ça raconte quoi ? Après un prologue contemporain au cours duquel une femme trouve 2 squelettes humains allongés côte à côte, le récit se déplace en 1820 en Oregon, où on rencontre Cookie, un homme,
qui œuvre comme cuisinier pour un groupe de trappeurs, disons, peu délicats. Une nuit, Cookie rencontre puis sauve la mise à King Lou, un immigré chinois pris en chasse par un groupe de Russes. Après quelques péripéties, les deux hommes deviennent amis et décident ensemble de monter une affaire. Ils ne savent pas encore vraiment quoi. Pour des débuts modestes, Cookie se débrouille très bien en pâtisserie, mais le seul problème des deux amis demeure l'approvisionnement en lait, puisque la seule vache alentour appartient à Chief Factor, le bourgeois et propriétaire terrien du coin. Alors, Cookie est interprété par John Magaro, vu notamment dans la série Orange is the New Black. King Lou est interprété par Orion Lee, qu'on a vu dans Fury de David Ayer, enfin pour ceux qui ont vu ce film, ou encore dans The Last Jedi de Rian Johnson, pour ceux qui ont vu ce film. La photographie en 1.37 et en pellicule 35 mm, cette fois-ci j'en suis sûr, est signée par Christopher Blauvelt, collaborateur régulier de Kelly Reichardt depuis La Dernière Piste en 2010, qui a aussi travaillé notamment avec Gus Van Sant sur Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, et aussi avec Jonah Hill sur Mid-90s, tous deux en 2018. Depuis, il a rempilé avec Kelly Reichardt sur Showing Up, son film à venir, de nouveau coécrit avec Jonathan Raymond, donc l'auteur de First Cow, et encore avec John Magaro au casting, et encore Michelle Williams. C'est moi qui commence sur le film First Cow. Eh bien, écoutez, messieurs, ce qui est très intéressant, je trouve particulièrement dans cette émission, c'est que c'est l'inverse total d'un film comme Titan. C'est-à-dire que First Cow, c'est un film qui est pur, qui est modeste, mais qui est touchant, et qui est discret, mais qui est concentré, qui touche juste. Le film, il se pose d'emblée sur un terrain qui est celui de l'amitié, par notamment une belle citation de William Blake qui est mise en exergue du film. Et très vite, Kelly Reichardt va nous proposer une histoire d'amitié en premier lieu, mais surtout, mais aussi en filigrane, ça va être une histoire sur l'Amérique, une histoire de la naissance de l'Amérique. Une histoire comment des petites gens vont croire qu'ils vont pouvoir réécrire l'histoire, mais qu'ils se font toujours rattraper par l'ancien monde des propriétaires qui étaient déjà c'est eux qui ont la first cow, la première vache, et qui sont oubliés parce que on les trouve, voilà, leur petite histoire, leur petite aventure, leur volonté de devenir des self-made men avortés et représentés par ces deux squelettes côte à côte au début du film, et j'ai trouvé ça très beau. La photographie de ce film est magnifique, d'une densité incroyable. On croit vraiment à ce monde de trappeurs, cet Oregon 1820, les matières, les textures sont incroyables. Après, au niveau du style du film, Kelly Reichardt, j'avais jamais vu de film d'elle, mais je dirais que c'est une post-jarmouchienne. C'est-à-dire que Kelly Reichardt, l'action ne l'intéresse pas, elle la met constamment hors champ, constamment les personnages sont à côté, parce que ça l'intéresse pas, parce que de toute façon c'est des personnages qui fuient les situations de conflit et qui sont toujours justement à se cacher la nuit, à les faire traire leurs vaches la nuit, et ils sont tout le temps à l'abri du conflit, et je trouve que la manière dont justement Kelly Reichardt construit son récit, où c'est constamment au spectateur de compléter ce qui se passe hors champ, ou ce qui s'est passé avant, ou ce qui s'est passé dans les livres, ce qui se passera après, je trouve que c'est très ludique en fait même. On a l'impression qu'il se passe rien, mais le spectateur il est dans un récit ludique où il doit lui-même compléter. Après il y a des gags, hein. Enfin je veux dire, il y a un moment, une scène entre les deux personnages dans une auberge avec l'action qui est dans un cadre qu'on voit par l'embrasure de la porte. Les types qui se tapent dessus, enfin les trappeurs idiots qui se tapent dessus. Ouais, c'est pas du Chuck Jones quand même, c'est pas. Non, c'est pas à se bidonner, je veux dire, Ouais, c'est quand même un gag, c'est quand même traité sur le fond de l'humour. C'est le gag du film. Non, il y en a d'autres, il y a d'autres gags dans le film. En plus, la manière dont Kelly Reichardt infuse son film, enfin régulièrement quand même traite de paradoxes américains à travers son film, notamment le traitement des Indiens. Enfin, le film renvoie à Jarmusch, renvoie à Deadman, renvoie à William Blake. William Blake est cité dans Jarmusch. En plus, il y a l'acteur Gary Farmer. Et il y a des allusions qui sont quand même de nouveau concentrées et précises et justes sur le traitement de la population indienne. Parce qu'il y a un moment où donc Gary Farmer et avec les propriétaires qui est joué par Toby Jones,
Et en gros, on ne le comprend pas. Il est invité, mais on le comprend pas. Et en gros, c'est un peu l'invité dont on n'a rien à foutre comme ça. On l'invite parce qu'on est obligé, quoi. Et quand il parle, on s'en fout. J'ai trouvé ça très juste. Et moi, j'ai été extrêmement touché par ce qui est en avant du film. C'est ce récit d'amitié symbolisé par ces deux squelettes qui sont réunis au début dans une réminiscence de Wendy et Lucy, un des premiers films de Kelly Reichardt, puisque c'est une fille et son chien, une fille à cheveux courts et son chien qui trouvent les cadavres. C'est parce que ça t'a touché, parce que c'est un peu l'histoire de transmission, quoi. C'est une bande de potes qui s'aiment bien, qui essaient de survivre, et puis qu'on invite mais qu'on n'écoute jamais, quoi. Ouais, moi j'ai un peu plus de mal et de réticence avec le film, même si j'ai pas de détestation du film. Et effectivement, la photographie du film est extrêmement belle. Après, c'est un film qui met quand même beaucoup de temps à démarrer. Ce que tu parles, cette histoire de vache et de Fusco, c'est quand même grosso modo quelque chose qui intervient à la moitié du film. Donc il y a quand même une heure de film. Si, c'est vraiment 1 heure. On tourne un tout petit peu autour avant, mais concrètement ça se passe à partir de la moitié du récit. Donc il y a quand même cette première heure qui est quand même très éthérée. Moi je suis beaucoup moins convaincu sur le travail sur les matières, notamment ce qui touche aux costumes et aux habits des personnages. Moi je trouve le film quand même très propre. C'est un western un peu propre où j'ai un peu de mal à croire à ces personnages dans la bouche. J'ai toujours l'impression qu'ils sortent du car régie. Hein. Il y a une petite tendance dans la manière. Moi, je trouve il y a quelque chose qui me dérange, c'est cette vision du western, mais qui est tellement empruntée du monde contemporain. C'est un film. Moi, ces acteurs, pour moi ça ressemble un peu à un western hipster, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est plus des hipsters que je vois que des cowboys, ces personnages-là. Et j'ai beaucoup de mal à croire au film là, parce que il y a un aspect extrêmement contemporain qui est ramené dans la manière de dépeindre cet ouest américain, qui fait que je suis rarement dans le film, et que ce caractère éthéré sur toute la première partie du film fait que je mets quand même j'ai beaucoup de mal à accrocher les wagons sur la seconde. Donc je suis beaucoup moins convaincu que toi par le film, et je trouve en plus que si effectivement à des moments elle travaille son cadre dans la profondeur de champ avec un vrai sens de la composition, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent de manière extrêmement scolaire dans la manière de découper certains échanges. Ok, le film se passe dans l'Ouest américain au moment de la conquête, la frontière, etc. Ok, on peut dire que c'est contemporain de ce que tu appelles le western tel que c'est dans ton imaginaire cinéphile, mais il faut aussi parfois se détacher de ce que tu pourrais attendre d'un western au sens classique du terme. J'ai suffisamment vu de western ou lu de western pour savoir que le spectre de ce genre-là est extrêmement large. Sauf que voilà, moi j'ai vraiment l'impression de voir des acteurs très typés 2020 qui jouent vaguement au cowboy, et j'y crois pas trop en fait. Je crois que j'ai jamais même pensé au mot cowboy. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage, de ce compagnon asiatique chinois qui parle avec un anglais parfait, quoi. C'est des trucs qui me posent problème. Je trouve qu'il y a notamment un travail sur les accents dans le film qui est vraiment à géométrie variable, quoi. Et ça m'aide pas à me plonger dans l'univers du film. Ouais, en tout cas, moi, j'ai vu le film aussi, je suis un peu mal à l'aise d'en parler parce que je l'ai très mal vu, et du coup j'aurais plutôt tendance à me ranger du côté de Manu, même si très régulièrement, comme vous l'avez dit, hein, je me suis dit que le film était vraiment très joli. À certains moments, je me disais, si j'avais été pris dans le film, cette scène-là, elle m'aurait touché, ou ça m'intéresse, mais comme je suis pas dedans, ça m'intéresse pas. Enfin, ça va pas m'intéresser plus que ce que ça m'intéresse d'un point de vue théorique. Je veux dire, j'ai jamais réussi à voir le film autrement que en spectateur supérieur de ce que je vois en tant qu'objet filmique, et donc fatalement, c'est le meilleur moyen pour en voir les défauts. J'ai jamais réussi à me laisser porter, mais je pense très sincèrement que ce n'est pas lié qu'aux éventuels défauts du film.
vous dites, ok, ouais, le récit il est trop... Enfin, Manu en tout cas, hein, tu dis, ouais, le récit est trop éthéré, ok, le truc avec la First Cow, ça arrive à 1 heure de film. Moi, je l'ai pas vécu du tout comme ça, parce que pour moi, enfin... Ok, un récit éthéré, il y a quand même la rencontre entre les deux personnages principaux se fait alors que tu as un des personnages principaux qui est trouvé nu au fin fond de la forêt. Moi, comme en parlant basiquement dramaturgique, je trouve que comme élément déclencheur, je trouve ça assez singulier pour m'accrocher au récit. Toute cette soustraction des faits aussi, cette soustraction d'action, ça raconte sur les personnages. Je trouve que c'est en accord et au diapason de ces personnages. Après, tu parles du fait que tu as du mal à croire à cet univers, tu as du mal à croire à ces personnages qui parlent un très bel anglais. Ok, j'entends ce que tu me dis. Moi, ça me pose aucun souci. J'achète pas le film comme réalité, tu vois, content comme ça, quoi. C'est paradoxal parce que tu parlais d'une authenticité, d'une authenticité du décor, de tout ça. Donc il y a un côté un peu paradoxal quand tu me parles de ça. Non, j'ai dit que la photographie était très dense et que les matières étaient très prégnantes comme ça. Tout ce qui est au début, ça commence par, enfin après le prologue, ça commence par des gros plans sur un type qui cueille des champignons. Eh ben la terre, moi, je pouvais la sentir, je savais dire comment est-ce qu'elle était, à quel point est-ce qu'elle était mouillée ou pas. Et le champignon, je voyais la couleur du champignon et je savais te dire s'il pouvait le cueillir ou pas. Enfin, tu vois, ce genre de truc, tu vois, tout est extrêmement sensible. Tu vois, inscrit dans la pellicule. Après, ça n'a rien à voir avec le réalisme du récit ou le fait que le récit est tangible au niveau historique. Tu vois, c'est plutôt une espèce une histoire de l'Amérique, tu vois, une espèce de comptine sur l'Amérique, moi j'ai trouvé. Mais bon. Si toi t'as eu du mal à rentrer dans le récit, tant pis pour toi, mon vieux, tant pis pour toi. Ah, mais tant pis pour moi, hein. Et puis, mais ça me conforte dans mes réticences sur certaines productions A24, quoi, qui ont une tendance pour moi à prendre un petit peu la pause arty, quoi. Mais as-tu vu d'autres films de cette réalisatrice? Oui, j'ai vu c'est la dernière piste, c'est ça, qui m'a aussi peu convaincu que ça dans son approche du western, quoi. Moi, je me souviens avoir vu Night Moves, que j'avais trouvé hyper intéressant, et justement un peu une relecture du thriller politique un peu en creux comme ça, de manière très en biais, plutôt vraiment avec un regard qui me semblait vraiment apporter quelque chose de différent. Je serais donc curieux de revoir le film dont vous venez de parler dans de bonnes conditions, parce que ce regard en biais dont tu parles sur le western, sur le papier, il a tout pour m'intéresser. Merci messieurs, donc nous allons maintenant passer à La Loi de Téhéran, le film de Saïd Roustayi. هرچی ازت میپرسم اگر درست جواب ندی خودت و زنت میرین زندان، بچه‌هاتم یه راست بهزیستی. من اسم میخوام. ناصر. ناصره؟ خاکزاد. یعنی سعی میکرد با شخصیت باشه. میدونی من از چی میسوزم؟ من از این دارم میسوزم. من مرده بودم، اینا منو آوردن زنده کردن خودشون بکشن. Deuxième long métrage écrit et réalisé par l'Iranien Saïd Roustayi, La Loi de Téhéran est sorti en janvier 2019 dans son pays d'origine, accompagné d'un succès fracassant. Depuis, il a fait sensation au Festival de Venise et nous parvient finalement lors de cet été de sortie de crise sanitaire. Alors, le pitch, c'est quoi? Parce que j'ai pas beaucoup plus à dire sur l'introduction, on sait pas grand chose de Saïd Roustayi et je crois que son premier film n'est pas sorti par chez nous. En tout cas, donc, le film ici, La Loi de Téhéran, est vendu comme un thriller étouffant. Il nous plonge dans le quotidien de 3 flics de la brigade des stupéfiants de Téhéran, emmenés par le charismatique, nerveux et nasillard détective Samad. Une rafle massive de toxicomanes conduit progressivement Samad sur la piste d'un trafiquant réputé et jusqu'alors insaisissable, Nasser Khaksat, présumé responsable de la mort du fils du collègue direct du flic principal, son collègue s'appelant Hamid.
Le policier Samad est interprété par Payman Madi, qui était déjà dans le film précédent de Saïd Roustahi, mais aussi connu par nos contrées, car interprète de À propos d'Eli en 2009 et Une séparation en 2011, tous deux d'Asghar Farhadi. L'acteur est aussi visible dans la série Westworld ou encore dans 13 Hours en 2016 et Six Underground en 2019, tous deux réalisés par Michael Bay, tout à fait. Le mec fait quand même... Il fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Voilà. Ça va être... On va le mettre sur nos pins. Payman Madi sera sur nos pins dorénavant. Le dealer est quant à lui interprété par Navid Mohammadzadeh, qui lui limite pour le moment sa carrière à l'Iran et était aussi dans le précédent long métrage du réalisateur Saïd Roustahi. Manu, tu commences sur La loi de Téhéran. Eh ben, c'est un film qui est précédé d'une très bonne réputation. C'est peut-être pas le chef-d'œuvre annoncé, mais c'est en tout cas un très bon film à mon sens, qui est un film qui se débute et se termine de manière assez magistrale, mais qui à mon sens aussi a un gros ventre mou au milieu du film, après on va spoiler un petit peu après ce qui constitue l'arrestation du dealer. Et le film se perd un petit peu dans des échanges dialogués qui sont à la fois paradoxalement tantôt confus, tantôt un peu lourds de sens. Et le film, je trouve, se révèle beaucoup moins intéressant dès qu'il s'éloigne un peu trop de l'action. C'est peut-être des scories d'écriture qu'on pardonne un peu plus du fait de l'exotisme du film et qu'on pardonnerait moins à un film américain du même genre. Après, moi, je suis happé dès les premières minutes par cette séquence d'intro, cette descente de police chez un petit trafiquant, suivi de cette course à pied qui, je trouve à la fois brillante dans sa dynamique interne, que dans la capacité qu'il a de retranscrire dans l'action et donc par l'image toute la trajectoire du récit, sa portée symbolique, la vacuité un petit peu de cette lutte contre la drogue et à la fois toute sa violence. Ouais, tant qu'il reste dans le domaine de l'action, en effet, le problème, comme tu l'as dit, je suis assez d'accord avec toi globalement Manu sur ce que tu dis, le prologue du film est brillant et surtout sur sa portée symbolique, la manière dont le prologue se finit, c'est quand même... moi j'avais rarement vu ça dans un film. Et même la toute séquence de début où il débarque chez ce petit trafiquant, on va enfoncer une porte, une deuxième porte, une troisième porte, une quatrième porte et on va finir de nouveau à l'extérieur, refaire le tour de la maison et là à ce moment-là voir une ombre perchée sur le toit. L'idée est toute simple en termes de scénographie, mais elle est juste brillante et elle te chope par le callback. Vraiment, il y a une efficacité de série B extrêmement réjouissante et qui en plus ne cesse de croître à mesure de cette séquence avec cette course-poursuite à pied dans les rues de la ville. Malheureusement, excuse-moi Lucien, si je peux finir juste ce que je dis. Donc, passé son premier tiers, donc passé l'arrestation du dealer, le film se place, je trouve, selon moi, beaucoup moins sur le territoire du polar un peu hardboiled qu'on essaie de te vendre, pour finalement devenir un film iranien tel que tel que les films iraniens nous parviennent ici, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça devient un film qui va beaucoup plus en creux te révéler les paradoxes, les contradictions, les impossibilités, les impasses de la société iranienne et qui va creuser le personnage notamment du dealer de manière extrêmement forte, qui commence comme un type sans foi ni loi, une espèce d'ordure totale. D'ailleurs il est un peu presque légendaire au début qu'il apparaît dans le récit. Il est traité sur un mode presque c'est Kaiser Soze presque, et puis finalement il va s'humaniser petit à petit. Donc ça c'est le genre de trajectoire que tu vas voir régulièrement dans des films, justement les films de Farhadi par exemple. Et je trouve le film, en effet, tout ce qui est... Tu parlais d'un ventre mou, moi je trouve que le film échoue un peu dans sa mise en scène. Pourtant il a des très bonnes idées. Le pari que le réalisateur fait sur la figuration, sur le fait d'avoir constamment cette figuration d'une espèce de 60-70 gars qui vont constamment bouger en même temps dans des lieux trop petits, etc. Il y a vraiment l'idée de vouloir rendre ce commissariat un peu comme une espèce de cocotte minute, mais je trouve que tous les éléments sont là, mais qu'il n'y parvient pas vraiment, en fait, à rendre son film vraiment étouffant. Il y parvient avant l'arrestation quand on commence à arrêter les petits consommateurs, les petits trafiquants, avant d'arriver à ce moment-là où
on se retrouve avec l'arrestation de ce dealer énigmatique dont on parle tant, qui se retrouve d'une certaine manière une figure assez déceptive, puisque déjà dans le choix du cast, c'est un acteur tout à fait qui ne transpire pas le charisme, mais c'est plutôt un bon choix à ce niveau-là. Mais le film tout d'un coup un peu stagne et procède beaucoup par échanges dialogués extrêmement lents, et quand je parlais de la fois très lourd de sens et pas clair, mais ça c'est des choses qui sont déjà présentes dans la première partie du film, parce que il y a une conversation en bagnole entre ce commissaire de police et un de ses adjoints, et à la fois on fait référence à des choses dont on n'a pas connaissance, et on est pris dans ce flot de paroles et on n'y comprend pas grand chose, tout en à des moments le surlignant un peu trop, donc c'est très paradoxal. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et ce qui est d'autant plus paradoxal, je pense, c'est que le film est très juste dans ce qu'il a à dire à travers son action. Vous parliez de la scène inaugurale et de tout ce qu'elle représente, et de tout ce qu'elle transmet à travers sa mise en scène, dont on comprend très rapidement aussi, c'est quelque chose qui marche très bien sur la tension qui est énorme. C'est que des films sur des mecs qui fuient la police, des dealers qui fuient la police, on en a vu des milliers, sauf que là l'enjeu il est pas de 10 ans de tôle, il est de la peine de mort. Donc tout de suite l'enjeu, les mecs fuient pour leur vie, quoi. Ils fuient pas pour éviter la tôle, quoi. Ça apporte un truc de tension auprès de ces personnages qui sont poursuivis accru. Mais ce qui est paradoxal, je trouve, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, oui, le film est très clair dans son action et dans ce qu'il veut raconter à travers ça. Et quand il devient plus discursif, peut-être en effet, je sais plus exactement, mais après son premier tiers, le film est un peu moins réussi, c'est vrai, un peu. Bon, déjà, je pense qu'ici on a tous tendance à préférer un film qui parle moins pour montrer plus, mais là. Il y a certains moments où quand il parle, en fait, il arrive à être moins clair que quand il ne parle pas, ce qui est quand même un paradoxe en soi. Au-delà de ça, on a surtout beaucoup parlé, en tout cas en Europe, j'imagine outre-Atlantique aussi, mais on a pas mal parlé du film à travers la grande appréciation, peut-être un peu exagérée, de William Friedkin, qui disait que c'était l'un des meilleurs thrillers qu'il ait vu dans sa vie et le meilleur de ces 20 dernières années, un truc comme ça. Enfin bon, voilà. Ouais, mais il disait déjà ça From Paris with Love de Pierre Morel, donc il est capable de dire ça sur Narc de Joe Carnahan, mais ça remet les choses dans leur contexte. Mais tout ce que je voulais dire simplement, c'est que je comprends en fait pourquoi le Friedkin a aimé le film. Je pense aussi qu'il a été assez flatté par le film, qu'il le cite à plusieurs moments, mais surtout qu'il y a une volonté commune pour reprendre une expression appréciée par notre futur invité, qui est d'user de la zone de gris et d'essayer d'avoir des personnages qui ne sont ni jamais totalement horribles, ni jamais totalement bons. À la différence que chez Friedkin, on est pour moi un peu toujours sur la corde raide, c'est-à-dire c'est pas qu'ils soient ni l'un ni l'autre, c'est qu'ils sont un peu tout le temps les deux. Là où ici, on a vraiment un côté métronome, c'est-à-dire que dans une scène, un personnage va être absolument angélique et dans la suivante vraiment ignoble. Et il y a quelque chose comme ça qui donne une sensation de neutralité à ce niveau-là sur l'ensemble du film, mais de scène en scène. Même à travers les moments plus discursifs du film, il y a quand même un côté, on est très tiraillé entre ces différents aspects des personnages, et ça, je trouve que c'est un truc qui sert fort le film et qui fonctionne assez bien. C'est-à-dire que vraiment, il y a une scène où un tel personnage va être haïssable et la suivante adorable, et c'est valable pour presque tous les personnages du film, y compris des enfants, et en fait, il y a quelque chose de vraiment fascinant là-dessus. Ouais, mais ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est intéressant ce que tu racontes, Lucien, comme d'habitude. Moi, je vais plutôt citer Jean-Jacques Goldman. Peut-être que le dealer passe du gris foncé au gris clair. Mais je trouvais que justement sur ce point-là de zone d'ombre et de changement, je trouve le commissaire principal, Samad, je trouve que son traitement est un peu décevant. Au début, il a un truc c'est un super flic, et puis au fur et à mesure, la scène suivante, on sent quand même qu'il a plus le feu sacré, et puis à un moment, tu te rends compte qu'en fait, il est sur des rails, quoi. Il chasse, il fait vraiment sa chasse, il a plus aucun contact humain, il le perd, et puis ça revient à un moment vraiment fort, et puis il le repère. Oui, mais rien ne te prépare à la bascule du personnage dans la conclusion du film, à mon sens. C'est vrai. De manière aussi claire et aussi limpide dans son rapport à son travail. Parce qu'on est un peu dans...
on est un peu dans un entre-deux tout le film, et c'est vrai que sur la fin, il y a un choix qui est assez clair. Mais oui, on est d'accord. Après, voilà, moi je trouve la séquence de fin, on parlait de la manière de jouer d'une mise en scène symbolique, la clarté pour le coup de son propos et ce qu'il dit sur entre guillemets cette chasse à la drogue et cette lutte contre la drogue et la vacuité et la violence sociale et de cette forme de répression sociale qu'elle incarne est hyper claire dans la séquence de fin qui est, encore une fois, on va pas spoiler la teneur, mais entre le montage alterné entre le dealer et sa famille, il est d'une clarté, d'une limpidité absolue, là où 10 minutes auparavant, il aurait été très lourd dans les dialogues face au juge, ou face à son avocat. Certes. D'autre part, j'avais un autre grief. Enfin, après, voilà, globalement, c'est un très chouette film à regarder. C'est un film très intéressant. C'est un bon film. Voilà, allez-y. Mais je m'interroge un petit peu sur au niveau visuel. Le film se passe, à quoi ? Plus qu'un tiers dans un commissariat avec le dealer bouclé, et donc on est vraiment à hauteur de personnage dans des échanges où il y a en plus beaucoup de monde. Donc voilà, c'est un film qui est très très resserré, en tout cas en termes d'unité de lieu et de personnages. Il y a pas beaucoup de personnages, même s'ils ont beaucoup d'interactions différentes, on va dire. Mais quand il va à l'extérieur, il y a cette volonté de faire des plans très majestueux, on va dire, ou très qui élèvent un peu son discours, des plans à la grue, des plans au drone, qui vont d'un coup embrasser des grands espaces pour essayer peut-être d'élargir le discours du réalisateur, monsieur Saïd Roustahi, qui a un certain talent. Mais par contre, je trouve que c'est pas très organique avec le récit, quoi. Je trouve que d'un coup, je vois le plan, regarde mon plan d'extérieur, regarde comme il est majestueux, regarde comme j'élève mon discours à l'ensemble de la société, parce que ça concerne pas seulement cette petite histoire entre ces personnages, c'est beaucoup plus, voilà, je te raconte une histoire beaucoup plus ample, et je trouve que c'est pas très organique avec le reste de son récit. À chaque fois, je me dis, oh tiens, regardons le plan à la grue, regardons le plan au drone, comme il est impressionnant. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a en effet plusieurs moments, entre autres dans une sorte de salle d'interrogatoire où il y a je sais pas s'ils ont accroché un rail de travelling au plafond, mais je pense pas, parce qu'on voit le plafond, ça doit être au drone en intérieur, comme ça, un plan très particulier, et où en effet on se dit un peu, ça a dû être compliqué à mettre en place. Enfin bon, voilà. Mais au-delà de ça, il y a des moments où il fait appel au numérique, entre autres dans le plan final, qui est, je trouve, très beau, mais dont on sent il y a une utilisation d'images de synthèse qui est parfois un peu fâcheux. Il y a certains moments, sans spoiler, mais où il y a dans ce plan une foule qui court. Je pense qu'il y a une bonne moitié des personnages qui courent qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont des personnages rajoutés à l'ordinateur, et qui sont ça se voit, quoi. Il y a un truc très mécanique, qui courent tous avec exactement la même cadence, avec le même. Ça, c'est pas le seul moment où il y a des petits trucs comme ça où on se dit Ouais, mais au-delà du niveau technique, je trouve qu'au niveau de l'intention de mise en scène, ça colle pas avec le reste. C'est étrange. En plus, il aurait pu s'en passer à plein de moments. Enfin, on se demande un peu pourquoi il a fait ça. De la même manière, pourquoi est-ce qu'il a cherché à faire ce travelling impressionnant qui n'a pas énormément de sens? Pourquoi est-ce qu'il a cherché à gonfler la foule à ce point-là, à ce moment-là? Pourquoi? Bon, voilà. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Bon, à la fois, je préfère qu'il gonfle sa foule que Julia Ducournau qui fait des plans séquences avec 300 figurants alors qu'on en voit 20 à l'écran. Mais tout ça pour dire, faudrait peut-être pas terminer sur une note plutôt négative autour du film, parce que je pense, notamment dans sa manière de filmer l'action et de construire vraiment une dramaturgie au sein de ces scènes d'action, c'est relativement assez rare actuellement. Moi, ça m'a fait penser à des moments, même si pour le coup c'est beaucoup plus tenu, mais par exemple le cinéma de Sollima, dans cette efficacité dans l'action et dans cette construction dramaturgique, assez brute de décoffrage aussi dans cette manière de filmer l'action. Donc voilà, je verrais plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide sur cet aspect-là du film, parce que voilà, effectivement, il y a un ventre mou au milieu du film, mais le film se rattrape régulièrement et toujours finit par rappeler le spectateur.
Très bien, merci messieurs. Je vous propose que nous enchaînions, sans plus de tergiversation, sur Boîte Noire, le film de Yann Gozlan, qui lui n'est pas encore sorti. Enfin, peut-être qu'au moment où on publiera ce podcast, il sera sorti, mais j'espère que non. Voilà. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais. Vous êtes allé trop loin. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. Alors, Boîte Noire est donc le 4e long métrage du scénariste et réalisateur Yann Gozlan. Après Captif en 2010, Un homme idéal en 2015 déjà avec Pierre Ninet et Burnout avec Louis-François Civil en 2017. Boîte Noire a été coécrit notamment avec Jérémy Guez, écrivain et réalisateur dont nous parlions au début de l'été pour son film Sons of Philadelphia. Le film met en scène Pierre Vasseur, donc c'est Pierre Ninet, agent du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, la BEA. Lui, donc Pierre Vasseur, est spécialiste en acoustique. En gros, il écoute et retranscrit les enregistrements de vol, donc les boîtes noires, en tout cas le contenu des boîtes noires. Ici, dans le film, il est chargé d'enquêter sur le crash d'un vol Dubaï-Paris. D'abord sur la piste d'un attentat, son enquête va progressivement le mener à suspecter divers complots impliquant de grands acteurs de l'industrie aérienne. Le film est interprété par Pierre Ninet, je l'ai dit, Lou Delage, également André Dussolier et Aurélien Recoing. Alors, Lucien, qu'as-tu pensé du film de Yann Gozlan ? Déjà, première remarque d'une très grande pertinence, j'ai trouvé le film particulièrement efficace. Voilà. Mais au-delà de ça. J'ai peut-être trouvé que le film avait la limite de ses ambitions. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Le film a de très grandes ambitions, ce qui est tout à son honneur. On sent que le mec a envie en fait de restituer, de refaire une sorte de David Fincher français, ou je sais pas exactement, mais en tout cas Pakula un peu. Ouais, Pakula évidemment, mais Pakula sur le côté complot, mais je trouvais en tout cas vraiment à certains moments formellement ça a pu me faire penser à peut-être pas les films dont on parle le plus de Fincher, mais il y a des moments où j'ai pensé à Millennium par exemple, l'adaptation de Fincher ou des choses comme ça. Mais j'ai trouvé qu'en fait à certains moments Gozlan, je sais pas comment on dit, se percutait un peu les limites de ses ambitions par rapport à ce qu'il a en main, par rapport à son matériau de base, par rapport à ses acteurs, par rapport à différentes choses. En fait, il a pour moi tendance, malgré, je reviens là-dessus, mais malgré la grande efficacité du film, ce qui est ce qu'on demande en premier à un film, donc je n'ai rien à redire là-dessus. À plusieurs moments, je me suis senti un peu comme si on parlait tout à l'heure de Julia Ducournau, dont on ne savait jamais vraiment où elle se situait entre le premier et le deuxième degré. Et là, j'avais l'impression que Gozlan, pour moi, prenait un peu ses références trop au premier degré, un peu trop de manière littérale, en voulant faire un très beau travail, ce qui est le cas en définitive pour moi, mais un très beau travail peut-être qui souffre de ne pas avoir l'écrin qu'il aurait voulu avoir. Je sens à plusieurs moments dans le film que le film voudrait être ce qu'il ne peut pas toujours être. Je sais pas si je suis clair en disant ça. Moi je suis assez radicalement peu d'accord avec toi, parce que je trouve justement que cet aspect de référentiel à tout un pan du cinéma américain, notamment du thriller du thriller conspirationniste, thriller paranoïaque,
pour le coup, il l'investit. C'est pas du tout quelque chose pour moi d'emprunté dans la manière dont il y fait référence, parce que pour moi, ça trouve un écho avec la manière notamment dont aujourd'hui on va consommer l'information avec un... Oui, et puis il arrive à en faire un truc franco-français. Mais... Comment on va finir par l'observer de manière macroscopique, de l'observer sur un seul prisme, quitte à en déformer la réalité, qu'on soit à la fois dans le vrai ou dans le faux, mais peu importe d'une certaine manière. Et pour le coup, je trouve que la structure scénaristique, comme dans sa mise en scène, il travaille vraiment cette bascule du personnage progressif, cette manière du personnage de dériver dans sa paranoïa, sans trop savoir si ce personnage-là perd totalement de pied ou reste je suis d'accord là-dessus, dans une vraie quête de vérité. Et tu cites Pakula, mais le film sur lequel on peut plus faire un parallèle avec Boîte Noire, c'est le Blood de Brian De Palma. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, c'est jamais, la référence à De Palma est jamais gênante, jamais embarrassante, parce que je trouve qu'il en fait réellement autre chose, qu'il s'en empare pleinement. Gosselin est un cinéaste que je suis depuis ses débuts avec Captif, et je trouve que c'est un des cinéastes français les plus intéressants, qui a une œuvre de plus en plus cohérente. Je suis en fait, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord sur la structure du film, sur toutes ces choses-là, et c'est là-dessus que je disais le film est très efficace, et tous ces codes-là, il les utilise à merveille. C'est plutôt sur, je veux dire, cette problématique que je soulevais plus tôt, je la relie plutôt à l'écrin formel du film, vraiment à la musique qui est pour moi parfois un peu trop littérale, aux acteurs en général que je trouve pas toujours dans des codes qui correspondent parfaitement à ce type de film, vraiment sur la surface du film. Je sais pas si je me fais comprendre en disant ça, mais dans la structure, etc., je suis tout à fait d'accord avec toi, et même dans des pures idées de mise en scène. Oui, mais après, si tu t'éloignes de ces références américaines qui semblent un peu te poser problème, et que tu replaces le film au sein du cadre du cinéma français, du paysage du cinéma français, c'est un film qui a assez peu d'équivalent. En somme, il y a bien eu il y a quelques années le Chant du Loup avec François Civil, mais là on est dans un tout autre projet de mise en scène. Le travail notamment sur le son et la manière dont Gosselin construit tout son projet de mise en scène à travers le film, il est tout autre. T'as ce plan d'introduction qui est un plan séquence, et dont Gosselin va prendre un malin plaisir à jouer avec, à le décortiquer, à le fragmenter, à jouer avec ta perception de ce plan séquence, quelque chose qu'on n'avait absolument pas dans Le Chant du Loup, qui était un film relativement assez pauvre dans son projet de mise en scène. Et d'un pur point de vue chorégraphique, c'est pas pour retourner encore un peu le couteau dans la plaie autour du cinéma de Julia Ducournau, mais dans Titane, t'as notamment un plan séquence qui est un plan séquence qui aurait mobiliser 300 personnes dans un hangar autour de bagnoles, et on a l'impression de voir simplement 20 mecs un peu avinés dans un pauvre parking. Ben là, t'as vraiment une chorégraphie tout autour de ce plan séquence, et qui participe pleinement avec ce rapport ludique qu'on peut avoir avec le film. Oui, bien sûr. Et après, ça serait aussi intéressant d'entendre Gosselin parler de ce travail autour du son, puisque le film est effectivement co-scénarisé par Jérémy Guez, comme tu l'as précisé, Olivier, mais il est aussi co-scénarisé par Nicolas Bouvet, qui est, au-delà d'être scénariste sur le film, est monteur son de formation, et le monteur son et le superviseur des effets sonores de la plupart des films de Gosselin. Ouais, ça va être difficile à expliquer, mais je suis plutôt d'accord avec... je suis d'accord avec vous deux, mais plutôt avec Lucien. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est une très belle copie. Je trouve que c'est un film de première classe, un peu. Et à l'instar du personnage de Pierre Ninet, qui est comme ça, très propre, je trouve exactement, le film ressemble au personnage, ouais. Je trouve... Bon, ça pourrait être clairement une qualité, mais... Non, mais c'est un film qui est plein de qualités, clairement. C'est un film qui, en tout cas, qui mène extrêmement bien son récit. Voilà, qui s'est exactement appuyé sur les bons boutons au bon moment. Ce travelling, en effet, c'est un film qui est écrit avec beaucoup de soin. C'est un film qui est dramaturgiquement qui a lu son lavandier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois exactement, il t'a mis ça, il a bien insisté là-dessus, et ça va se retrouver dans le film, tu vois. Et donc, c'est un film qui est très appliqué. C'est un film de première classe. Et désolé, hein, mais c'est vraiment ça. Tu sais, moi j'aimerais bien avoir beaucoup de première classe dans le cinéma français. Alors c'est peut-être que il manque peut-être beaucoup de première classe, et puis je trouve il y a un côté un tout petit peu condescendant dans la manière de dire première classe sur le film, pour parler des qualités du film tout en les minorant. Je trouve ça un petit peu hypocrite dans la manière de parler du film. Mais en même temps, Manuel, je viens aussi de te dire que c'était un film qui était très bien écrit et qui était très agréable à suivre. Oui, mais tout en disant qu'il est limite trop bien écrit.
trop bien appliqué. Donc d'une certaine manière que ses qualités sont aussi tous ses défauts. Donc je trouve ça une manière de l'attaquer un petit peu en biais. Non, mais ce que je te dis, c'est que tu vois tous ces ressorts, que tu vois toutes les ficelles du film. Après, le film c'est appuyer sur les bons boutons au bon moment, mais tu le vois tout le temps venir, tu vois tout le temps où est-ce qu'il veut en venir, il est pas, c'est un film qui est très, qui a une espèce de un seul sens de lecture comme ça. Voilà, carré, un seul sens de lecture comme ça. Mais en même temps très efficace, c'est très bien. Je veux dire, tous les films devraient être au moins aussi bons que ça. Parce qu'il mène très bien son récit. Mais par contre, tu le vois venir... enfin, je veux dire, le personnage de Pierre Ninet, c'est très bien parce qu'au moment où c'est bien mené par Gosselin, au moment où t'as un moment où tu es dans une zone flottante. Tu sais pas très bien si, en effet, il est parano ou si il a raison de s'enfoncer dans son truc. Et c'est très bien retranscrit. Mais à ce moment-là, il lui fait genre enlever ses lunettes ou il le décoiffe un petit peu. Et tu vois exactement toutes les intentions, toutes les choses la manière dont il pose son stylo au début. Tu te dis, on me montre qu'il a posé son stylo. On essaye de me dire que le mec est maniaque. Voilà le message. Ça s'appelle aussi de la mise en scène. Là, je comprends pas trop, tu vois. Mais c'est dans l'exécution de cette mise en scène que moi je trouve il n'atteint jamais ses références. Ça n'enlève en rien à l'efficacité du film, etc. C'est tout que je répète comme Oli, mais ça fonctionne à mort du début à la fin. Mais voilà, enfin, j'arrive pas à totalement oublier ça, surtout en comparaison avec d'autres films duquel il peut être assez proche, auxquels je ne reproche jamais ça. Mais par exemple, Manu, tu soulignes, et tu as raison de le faire, puisque j'y ai pensé à de multiples reprises, tu soulignes la référence à Blowout, mais moi je trouve pas que le film soit non plus écrasé par ces références, mais prenons Blowout, moi je vais être complètement conquis par le film. Pourquoi ? Parce qu'il va constamment me surprendre, enfin plus maintenant parce que je l'ai vu 50 fois, mais sur la profondeur des personnages, le côté touchant des personnages, le côté décalé. Nancy Allen dans Blowout, elle a des réactions auxquelles tu t'attends pas, tu vois. Tandis que ici, il y a un côté où tout est sur des rails, tu vois, tu t'attends à tout. Tout n'est pas sur des rails parce que tu en finis quand même par douter du positionnement de Ninet, entre guillemets, s'il ne combat pas contre des moulins et réellement contre des moulins et pas autre chose. Donc il y a quelque chose qui aussi te différencie de Blowout sur ça, c'est que la trajectoire tragique du personnage, qui n'est pas appliquée non pas contrairement à Blowout au personnage féminin, mais qui est appliquée au personnage masculin. Et c'est quelque chose que tu retrouves dans d'autres films de Gosselin, parce qu'on parlait de cette zone de gris, mais on est justement dans un personnage qui est tout en zone de gris, qui est justement qui est à la fois héroïque et à la fois qui est tout le contraire. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans Burnout, mais qu'on avait déjà dans Un homme idéal, dans les autres films de Gosselin, et je trouve que il y a peu de cinéastes qui travaillent sur ce registre-là. Surtout en France. Moi, il y a peut-être dans le trio de tête, t'auras peut-être un Kassovitz dans ses meilleurs jours, t'auras du Florent Emilio Seri dans ses meilleurs jours aussi. Mais moi, j'ai du mal à faire la fine bouche telle que vous la faites face à un film aussi rare dans le cinéma français, qui sûrement en plus, à mon avis, j'y mets ma main au feu, aura beaucoup moins d'exposition que les petits exploits de Madame Julia Ducournau. Et pour une fois qu'il y a un film français qui à la fois s'inscrit totalement dans le genre, avec une réelle compréhension de ces codes-là, qui le fait avancer et qui est aussi en prise avec le réel, qui raconte la manière dont aujourd'hui aussi on consomme l'info sous ce prisme complètement déformant que peuvent être les réseaux sociaux, que peuvent être plein de choses, la manière dont justement on peut à la fois mettre un filtre sur la manière dont on regarde les choses. Pour une fois que t'as un film français qui est en prise avec le réel, mais qui l'est pas avec son filtre naturaliste ou misérabilisme, putain, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut, les mecs. Mais ça fait partie du jeu. On a été à mon sens un peu enfin voilà, c'est ce qu'on fait toujours, hein. On fait la fine bouche devant Onoda aussi. C'est le genre de truc, si on pouvait voir plus souvent ça dans le cinéma français, si on avait ça toutes les semaines, on serait moins proche de la dépression, quoi. Enfin, je veux dire, non, je plaisante, mais je veux dire, c'est sûr, voilà, on a deux films français qui sont vraiment marquants et qu'on voit peu et qu'on a peu la chance de goûter dans le cinéma français contemporain. Et on fait la fine bouche, ça c'est sûr. N'empêche que ce sont pas des films
sont pas des chefs-d'œuvre instantanés non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des films sur lesquels il y a des choses à dire. Maintenant, je voulais revenir sur un autre truc par rapport à ce qu'on disait sur la propreté, entre guillemets, de ce film-là et sur la comparaison que vous faisiez avec Blowout. Mais c'est que Blowout, dramaturgiquement, il y a des choses qui sont à la limite moins... je veux pas réutiliser premier de classe parce que ça me plaît pas à Manu, mais qui sont à la limite moins maîtrisés, entre guillemets. Par exemple, le personnage de John Lithgow, c'est un personnage qui pourrait être plus précis, je veux dire, dont on pourrait presque couper l'une ou l'autre scène si on essayait d'être vraiment rigoureux dans une construction dramatique, dans la construction si on donne le scénario de Blowout à Lavandier, je pense qu'il coupe des scènes, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire aussi. Peut-être qu'il coupe pas de scènes dans le Gozlan. Tout ça pour dire qu'en fait parfois ça tient pas à grand chose. Et que ça tient pas toujours à la propreté du travail ou à l'efficacité ou à la perfection du travail, quoi. Parfois il y a ce truc en plus qui fait que... Oui, et peut-être aussi que ce truc en plus dont tu parles, Lucien, ça s'appelle peut-être de la nostalgie. Moi je m'interroge toujours sur la manière dont on regarde avec des yeux enamourés un cinéma du passé et dont on s'empêche de célébrer ce même cinéma populaire lorsqu'il émerge aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas pour dresser une comparaison entre, par exemple, le cinéma de Gozlan ou de Verneuil, mais Verneuil, à l'époque, quand ces films sortaient, justement, il y avait un petit peu cette même ritournelle critique sur le fait que ces films étaient trop premier de classe, trop parfait, trop américanisé. Et je sais pas pour dresser un parallèle entre ces deux cinéastes, mais je m'interroge sur la réception qu'on peut avoir de ce film-là et sur la manière dont vous en parlez. Donc voilà, le temps fera son ouvrage, mais c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. C'est sûr, et c'est aussi notre boulot de faire ça. Maintenant, je pense qu'on est tous les trois, on aime beaucoup Verneuil ici. Enfin, je sais moins ce qu'en pense Oli, mais bon, je pense qu'on est tous plutôt amateurs de son cinéma, même s'il y a plein de films de Verneuil que j'ai pas vus. Ça m'empêche pas d'avoir certaines réserves sur certains films de Verneuil que j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça pour dire que ça n'enlève en rien le fait que j'ai pris énormément de plaisir à voir Boîte Noire et que je le reverrai probablement plusieurs fois dans ma vie. Voilà. Bon, comme ça, on peut conclure au moins sur une bonne note, plutôt que sur des propos de peine à jouir sur un film français un peu qui sort du lot, quoi. Ouais, sauf qu'on a vu Onoda avant, dans le genre film français qui sort de l'eau. Du lot. Il sort de l'eau aussi, en plus, Onoda, mais ça, c'est un autre... Il sort de l'eau aussi. Bon, non, très bien. En tout cas, c'est un beau débat que tu proposes là. Je pense que c'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois sur, entre guillemets, qu'est-ce qui déborde dans un film, qu'est-ce qui est trop lisible, qu'est-ce qui est trop efficace. Je me rappelle qu'on s'était aussi un petit peu pris le bec là-dessus sur le film de James Mangold, Le Mans 66. Mais bref, donc c'est un débat qui est certes intéressant. Messieurs, je vous propose maintenant que nous cédions la parole à Harry Callahan qui va nous mettre d'accord. Hey Callahan. Allons, fais pas assez de gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Eh bien, messieurs, et puisque c'est Maître Clint qui nous le demande, Manuelas, ton conseil? Eh bien, Olivier, dans mon conseil, c'est glisser une petite référence aussi au cinéma de Clint Eastwood. C'est la série Love de Judd Apatow et de Paul Rust. Paul Rust qui est un des comédiens principaux de la série et qui ressemble assez étrangement à notre camarade liégeois Lucien Alphand. Et aussi avec également la délicieuse Gillian Jacobs. C'est une série qui s'est achevée en 2018, qui comporte 3 saisons, une douzaine d'épisodes et qui suit les déboires amoureux de losers pathétiques qu'on peut en retrouver beaucoup dans la filmo de Judd Apatow. C'est une série hyper attachante, très juste sur la passion amoureuse et qui comporte une référence au cinéma de Clint Eastwood avec une ballade musicale intitulée très sobrement Grand Torino. Voilà, donc je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la chose par vous-même. Très bien, merci Manu. Eh bien moi, puisque j'ai découvert une cinéaste au cours de
de cette émission. Je vous conseille Grave de Julia Ducournau. Non, je déconne. Je vous conseille de regarder un film de Kelly Reichardt qui s'appelle Wendy et Lucy, qui date de 2008. Donc c'est un film bien sûr au style complètement anti-spectaculaire, proche de celui qu'on a vu, enfin en tout cas que j'ai découvert dans First Cow. Et c'est un film qui a été fait il y a quasiment 15 ans. Et qui, bizarrement, ouvre exactement la même fenêtre sur l'Amérique qu'un film qu'on n'a pas beaucoup aimé ici l'ouvrait, c'est-à-dire Nomadland, le film de Chloé Zhao. Je pense que c'est un film qui, d'une manière extrêmement plus simple, extrêmement plus économe, extrêmement plus courte et 200 fois plus émouvante, raconte vraiment à peu ou prou la même chose. Donc voilà, au lieu de regarder Nomadland qui dure 2h10, je vous conseille plutôt de regarder Wendy et Lucy qui dure 1h10 et qui va vous émouvoir aux larmes, là où Nomadland va juste vous donner une suite de vignettes qui seront peut-être jolies à regarder pendant 2 heures et que vous aurez oublié l'instant d'après. Monsieur Lucien Alphonse. Ben moi, pour surfer sur la vague et par là même pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous conseiller de vous rendre sur n'importe quelle plateforme de podcast, en tout cas la majorité, sur lesquelles viennent d'être uploadées toutes les conférences de Jean-Baptiste Toré au CDA, donc au Centre des Arts d'Anguien-les-Bains, et même une de Jean Douchet sur Espion sur la Tamise. Sinon, il y en a plein de Toré sur L'homme qui tue à Liberty Valance, à Hardcore, American Sniper, et donc certaines sur Michael Mann, entre autres une merveilleuse autour de Miami Vice. Voilà, en espérant que ça vous donne envie de venir le 6 octobre à 19h30 nous dire bonjour et dire bonjour à ce cher Jean-Baptiste Toré. Donc 6 octobre au Kinographe, 19h30 à Bruxelles, et le film ce sera Sif le solitaire, donc avec James Caan, le premier long métrage on va dire officiel de Michael Mann que trop peu de gens ont vu. Nous serons heureux de vous y retrouver. Sinon d'ici là, ouais, ça c'est très belge, hein. www.transmissionlepodcast.com, PodCloud, Mixcloud, Apple Podcast, iTunes. Venez sur notre site, venez sur notre page Facebook, il y a des jeux le vendredi, on publie des trucs, on s'applique en essayant de mettre de plus en plus souvent des trucs, donc commentez, likez, dites-nous des trucs, si vous nous détestez, déballez votre haine. Dites-nous si Lucien ressemble vraiment à l'acteur de Love. Spoiler, c'est faux. Spoiler, c'est un peu vrai. Très bien, merci messieurs. Spoiler, je vous emmerde. Merci Lucien, merci Manu, à très bientôt et on espère se retrouver avec Julien la prochaine fois. Au revoir, ciao ciao.